Thierry, toi, tu es au sein du secteur équipement du SNEP FSU et tu travailles sur la question de construction d'installations sportives à coût énergétique neutre. Donc, peux-tu nous dire en quoi de nombreuses installations actuelles ne répondent pas forcément aux enjeux écologiques? Quels impacts les matériaux de construction peuvent avoir sur l'environnement? Et s'il faut peut-être se sensibiliser ou privilégier les uns ou les autres. Sommes-nous aujourd'hui avec des installations en place face à de véritables passoires énergétiques sur les installations que l'on utilise? Et enfin, quel problème rencontre-t-on avec des gymnases ou des stades actuellement? Voilà, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous, je me lève parce que je ne suis pas bien assis. Et puis ça réchauffe un peu. Je vais vous mettre à contribution avec deux questions. La première, quels sont ceux d'entre vous qui estiment travailler dans des équipements sportifs couverts qui sont des passoires énergétiques? 2 tiers? 2 tiers, ok, merci. Quels sont celles et ceux parmi vous qui estiment travailler dans des équipements sportifs couverts à haute qualité environnementale, écologique, entre guillemets, même si on pourrait passer du temps sur la définition de l'écologie? 2, tu es où? Dehors. Je suis dehors. T'es dehors, t'as pas d'équipement sportif? Non. Tu es où? Ça, c'est l'avenir. Où à Saint-Martin-d'Air? Colette-Besson. Construit en 2010. Ouais. 2010. RT 2005. Ouais. On n'y est pas vraiment. Ok, donc, quelques minutes pour dresser un état des lieux des équipements sportifs français et de leur lien avec les considérations environnementales. Donc ça, c'est le RES 2020, répertoire des équipements sportifs. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, que 85% des équipements sportifs couverts peuvent être considérés comme des passoires énergétiques puisqu'ils datent d'avant 2005 et qu'avant 2005, les réglementations thermiques étaient vraiment extrêmement minimalistes. Donc, sur les gymnases, c'est vraiment pas bon. Vous avez peut-être vu dans certains gymnases, comme sur les frigos ou comme quand vous faites votre diagnostic de performance environnementale chez vous, ces lettres qui correspondent à des qualités environnementales. Au départ, c'était plutôt de la performance énergétique simplement. Et souvent, on a ça. Donc souvent, on a des gymnases qui sont dans le bas du classement. La moyenne est entre F et G1. Pour vous donner une idée, en France. Et par rapport à ça, on peut se dire naïvement, les élus, les décideurs vont décider de faire quelque chose. On ne peut pas rester en 2020 sur des passoires énergétiques et mettre de l'argent dans du chauffage qui chauffe les petits oiseaux. Donc ça, c'est l'option optimiste. Et puis la deuxième option qui est retenue par un certain nombre de municipalités, c'est de dire, en fait, on va moins chauffer. On va mettre le gymnase à 14. Donc je pense à Brouser, à Cessin, puisqu'il y a une grosse pancarte quand on rentre. Bienvenue, ici c'est 14. Voilà. Donc pour que ça coûte moins, avec l'argument de l'écologie, on chauffe à 14. Et ça revient à ce que disait un petit peu Pascal tout à l'heure sur la préoccupation entre frugalité et confort d'usage, on en discutera tout à l'heure. Et la troisième solution, c'est ce qu'a fait l'université de Grenoble, où je travaille. Il y avait un vieux gymnase à l'île d'Amour qui était une passoire énergétique et l'université l'a vendu. Voilà, comme ça coûte moins cher. Au niveau des piscines, c'est pire, puisque la moitié des piscines datent des plans de construction 1000 piscines des années 60-70, et on se retrouve avec un parc de piscines vétustes. Il y a encore beaucoup de piscines tournesols en France, vous en connaissez partout. Et c'est un vrai sujet à tous
tout niveau, hein, puisqu'on est sur l'apprendre à nager, on est sur des activités physiques, enfin un temps d'activité physique, et on est sur des échelles de coûts avec un trou financier annuel qui est assez important, puisque la perte d'exploitation moyenne en France, d'après la Cour des comptes il y a 2 ans, c'est 640 000 €. Donc, à charge des collectivités locales, je dis exprès collectivités locales parce que de plus en plus, c'est des communautés de communes, hein, ou des intercos, ou des agglos qui gèrent des piscines, ça représente un coût vraiment important d'avoir une passoire énergétique. Alors, vous voyez pas ce qui est sous les bâtons, mais vous voyez qu'il y en a un qui est entouré. C'est le nombre d'équipements sportifs pour 10 000 habitants dans chacune des régions. Et la région qui est entourée, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, avec, c'est quoi, c'est 41 40, voilà. Avec 40 équipements sportifs pour 10 000 habitants. Et on est avant PACA et la Corse, qui, pour des raisons météo, ont un petit peu moins de besoin d'équipements sportifs couverts, et l'Île-de-France, qui est en dernier, qui a d'autres problématiques, puisqu'en Île-de-France, c'est le foncier qui pose problème, il n'y a plus de place, donc effectivement, il y a moins de bâtiments qui peuvent être construits. La suite de l'état des lieux, on va se préoccuper de l'environnemental. En France, les bâtiments représentent en gaz à effet de serre 18%, mais par contre 44% de l'énergie qui est consommée. Donc là, on a un vrai sujet. Le domaine du sport, en particulier, donc vous voyez la petite flèche à gauche, les bâtiments sportifs représentent 7,4% des bâtiments qu'on appelle tertiaires, et ça représente, l'air de rien, à droite, 71 millions de mètres carrés de surface couverte, donc là aussi, il y a un sujet. Quelques diapos pour que chacun de nous ait en tête de quoi on parle quand on est sur une réflexion d'équipement sportif respectueux de l'environnement. Pendant très longtemps, ce qui revenait, c'était ce qu'on consommait en chauffage, le coût des fluides, le coût énergétique. Et on est en train de sortir et d'aller au-delà de cette considération-là. Bien sûr, à la base, un équipement sportif qui est respectueux de l'environnement utilise des matériaux qui ont un faible impact environnemental. Ça marche pour les matériaux qui servent pour la construction, pour la rénovation, et aussi pour l'achat du matériel sportif. Donc effectivement, Pascal met le focus sur le matériel sportif. La difficulté, ça va être d'avoir l'impact environnemental des équipements sportifs qu'on achète. Parce que c'est pas uniquement est-ce qu'il est en bois ou est-ce qu'il est en plastique, c'est son cheminement, où il est fabriqué, comment il est transporté, est-ce qu'il se recycle, etc. Donc les matériaux, si possible, naturels. Le béton est remis en cause, hein. Il est remis en question assez sérieusement pour des raisons techniques, hein. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Le bois est très valorisé, notamment sur la région, et puis des matériaux biosourcés, donc des matériaux naturels. On a un regard aussi particulier sur l'origine des matériaux, et évidemment, plus le matériau provient d'une source proche, mieux c'est. Et enfin, on regarde la possibilité de recycler les matériaux qui sont utilisés. Les énergies sont importantes puisque ça représente un coût en fluide, c'est comme ça qu'on appelle dans les bâtiments le plus important de la gestion d'un équipement sportif. L'idée depuis 2012, c'est d'opter le plus possible sur des énergies renouvelables. Le solaire marche bien puisque les toits en pente des gymnases, souvent il y a des chaises plein d'or, donc au sud on peut facilement poser des panneaux solaires. Le photovoltaïque fonctionne bien, les chauffe-eau solaires ne fonctionnent pas, ne sont pas du tout adaptés au gymnase puisque ça fonctionne très bien les mois d'été quand il fait chaud dehors et pour des douches, du coup il n'y a pas vraiment d'intérêt là-dedans. La géothermie fonctionne de mieux en mieux, les puits canadiens, donc on va puiser
l'énergie dans le sol. Les murs trombes et les murs solaires, c'est un système qui permet une ventilation et un chauffage, un refroidissement naturel qui fonctionne très bien. L'isolation thermique du bâtiment est importante à la fois pour baisser les consommations énergétiques et puis pour avoir un confort d'été ou un confort d'hiver. Donc aujourd'hui, on n'a pas de confort d'hiver, clairement dans la salle où on est. On parlait beaucoup des éclairages LED. Donc c'était un sujet jusqu'à il y a 2-3 ans, et depuis 2-3 ans, à la fois la réglementation et à la fois le modèle économique fait que ça coûte quasiment le même prix de mettre du LED ou de mettre des néons dans des gymnases. Et là, la transition, elle est faite, c'est-à-dire que ça coûte quasiment le même prix, ça dure 3 fois plus longtemps, ça consomme moins. Donc, c'est plus trop un sujet maintenant, l'éclairage, c'est clairement en faveur du LED. Ça permet aussi une gradation automatique, c'est-à-dire que plus il fait jour dehors, moins on éclaire fort. On peut faire des zones, on peut mettre des rangées de LED avec des zones où on les met plus fort dans les angles, etc., pour avoir une homogénéité. La question du recyclage est de plus en plus abordée. C'était une vision très libérale puisque c'est la filière métier qui organisait totalement le process de fabrication, qui avait déterminé seules les normes qu'elle allait s'appliquer, le fait qu'il y ait un certain nombre de granulats naturels. Et enfin, le recyclage complet. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on disait mais qu'est-ce qu'on va faire de ces gazons synthétiques une fois qu'ils ont fait leurs 15 ans de vie? On les mettait en décharge. Depuis l'année dernière, il y a 2 entreprises, dont une qui est dans le Nord-Isère à côté de Lyon et une en Alsace, qui ont mis en place des process de recyclage complet. C'est-à-dire que tout est recyclé. Et ça sera l'avantage de tous puisque le recyclage coûte autant que la mise en décharge. Donc économiquement, les communes n'auront plus de raison de mettre en décharge. Tout ça pour dire que d'un modèle qui était assez libéral, où c'était le profit à court terme, et puis les entreprises qui définissaient leurs normes, mais avec une préoccupation qui n'était pas très environnementale, l'intervention de l'État, de l'ANSES et de l'Agence européenne de la santé a fait que ça bouge. Réglementation, suite et fin. Vous connaissez, je vous ai fait voir tout à l'heure une petite image, la réglementation thermique, avec des étapes depuis des années qui montent en exigence environnementale les qualités du bâtiment. Voilà, donc à gauche, vous avez les différentes réglementations thermiques qui sont au niveau des exigences, et on s'aperçoit que dans le haut, on est maintenant sur du bâtiment passif, avec moins de 15 kWh par mètre carré, et qu'en 2020, on sera sur des bâtiments positifs qui fournissent autant d'énergie qu'ils en consomment. La nouveauté, c'est qu'on passe d'une réglementation thermique qui ne visait que l'énergie consommée à une réglementation environnementale qui s'ouvre à l'impact carbone et pas uniquement à l'énergie. Donc on aura, pour nos futurs bâtiments, un classement qui sera E+, C-, c'est-à-dire le E qui veut dire environnement avec des numéros qui vont être le plus élevés possible, et le C avec des numéros qui seront le plus bas possible. Pour l'instant, ils en sont au bâtiment test, et on peut estimer que ça sera les E3, C1, c'est-à-dire bas carbone et environnemental élevé. Les objectifs de la RE 2020, comme je vous l'ai dit, vont au-delà du simple comptage et de la performance énergétique. On est clairement sur une diminution de l'impact du bâtiment sur le climat, et on parle de plus en plus de confort d'été, et dans la loi,
qui sera applicable à partir de juillet 2021, est clairement écrit qu'il faut s'attendre à de plus en plus de canicules et qu'on a un vrai problème de confort d'été à gérer. Le calendrier de la RE 2020, 1er janvier 2021 pour certains bâtiments tertiaires, donc pour vous, ça sera les bâtiments collèges et lycées, et à une date qui a été repoussée, les gymnases, puisque il faut un certain nombre de bâtiments tests, témoins, pour fixer les exigences qu'on peut avoir. Et pour l'instant, sur les gymnases, il y a quelques gymnases en France qui sont testés. Il y a une piscine qui est en test, Bourgoin. La piscine elle est finie, la piscine de Bourgoin ou pas? Il n'y a pas de Bergalien, là? Elle n'est pas finie, la piscine de Bourgoin. Donc la piscine de Bourgoin est à haute exigence environnementale. Elle fera partie des bâtiments qui serviront à étalonner la norme. Modèle économique. Alors, jusqu'à présent, un gymnase à haute performance environnementale coûte plus cher qu'un gymnase basique. Et on arrive à un point de bascule proche. On peut estimer que dans 5 à 10 ans, on peut estimer que le surcoût actuel va diminuer et que ça, plus le fait qu'il y ait des aides Auvergne-Rhône-Alpes sur la filière bois, Auvergne-Rhône-Alpes sur les bâtiments territoires, les TEPOS, les territoires à énergie positive, une espèce de New Deal vert, de la façon dont Jeremy Rifkin, l'économiste américain, l'explique, qui se met en place pour qu'on sorte vraiment de l'économie carbonée avec un point de bascule économique qui se rapproche. Au niveau des décisions politiques, on va passer d'une sensibilité environnementale de la population à comment est-ce qu'on peut faire décider ou comment un élu décidera de construire ou pas. Préoccupation environnementale des Français, les 2 premiers en haut, c'est réchauffement de la planète, pollution de l'air. On peut dire que les Français sont prêts. Les équipements sportifs pour un élu, ça coûte cher. Un terrain gazon synthétique, c'est 1 million, et un gymnase, c'est de 2 à 4 millions. On est sur des temps longs. Un projet, c'est 2 ans, et c'est pas sûr qu'un élu inaugure le gymnase qu'il a prévu dans. Pour quelqu'un qui veut se faire réélire, le fait de ne pas aller au bout de son projet, ça peut poser problème. Et enfin, les utilisateurs ne votent pas par rapport aux occupants d'un EHPAD. Et c'est aussi ce qui peut inciter un élu à faire d'autres choix que de construire des collèges. Ceci dit, les parents votent. Pour un élu décideur, il y a une certaine ambition environnementale. En haut, sur le tableau, c'est l'ambition faible, c'est les climato-sceptiques en voie de disparition. Moyen, c'est la filière, c'est le mode majoritaire en ce moment, c'est-à-dire qu'on dit qu'on fait de l'environnemental, mais au final, on respecte juste les normes. Ensuite, l'ambition, c'est le mode élevé avec les collectivités qui sont en transition énergétique et environnementale, qui mènent une politique volontariste et décarbonée. Et enfin, il peut y avoir un mode extrême avec une transition brutale et une décroissance, assez marginale pour l'instant, même si ça a été crédibilisé par l'effet Covid. L'enjeu, c'est de passer, vous en doutez bien, d'une ambition moyenne à une ambition un petit peu plus élevée, avec des biais. Ça, quand même, il faut qu'on passe 1 minute là-dessus. Parce que, avec une argumentation environnementale, on arrive à des choses qui sont totalement aberrantes ou qui mettent vraiment en difficulté la qualité de l'enseignement, comme le disait tout à l'heure Pascal. Des chauffages à 14, la construction de chapiteaux d'EPS, comme la région l'avait fait il y a quelques années, la théorie du plateau sportif goudronné, qui est un bon espace d'enseignement, qu'on entend encore, le choix entre un petit éco-gymnase, entre guillemets, ou un gymnase plus grand à faire, la mode des bassins nordiques, on n'en parlera pas, mais la fédé de natation pousse très fort les pouvoirs publics pour des bassins découverts, pas compatibles avec l'EPS, mais c'est pas leur public prioritaire, donc c'est pas leur problème. Et puis si on va au bout du bout, pourquoi est-ce qu'on n'emmènerait pas les élèves courir dehors? Comme ça, effectivement, on a un équipement sportif bio sans problème. Je rejoins l'analyse
de Pascal tout à l'heure, on ne s'était pas calé en plus là-dessus, mais l'enjeu, effectivement, c'est d'augmenter l'ambition environnementale sans dégrader les conditions d'usage et la qualité d'enseignement, sauf qu'il faut aussi décider de construire et de rénover. En résumé, l'état des lieux des équipements sportifs, la cata, le levier réglementaire est plutôt favorable à la transition environnementale, avec la réglementation environnementale qui se met en place. Le modèle économique est sur un point de bascule favorable. Moi, je pense que dans 10 ans, on fera que des éco-gymnases, peut-être même avant. Et le levier politique est incertain, parce qu'il faut la décision de faire. Sauf que sur ce levier politique, on peut agir, nous, en tant que citoyens et en tant que prof de PS. Alors, je vous donne l'exemple du collège de Gosselin, où on a fait des manifs, on s'est allongé par terre, on a fait des conférences de presse, on a construit un gymnase en carton à gauche, que vous voyez avec les collègues ici présents. Et 2 ans après, le gymnase qui a été construit, c'est avec les plans que j'avais proposés pour le SNEP, comme un gymnase fonctionnel, où de la salle des profs, on voit l'entrée, on voit les 2 salles, on voit les vestiaires, etc. Donc, la mobilisation des collègues permet d'avancer. Se mettre dans l'action, ça signifie prendre des contacts et nouer des partenariats riches, divers et variés. La spécificité du SNEP sur les équipements sportifs, c'est d'avoir d'une main les cartons rouges pour dire là ça va pas, et de l'autre main les référentiels pour dire nous on propose ça. Donc dans les ressources, il y a bien évidemment les référentiels qui sont pas des revendications et des caprices. Le ministère de l'Éducation nationale les a reprises, pas à son compte complètement, mais les a reprises et les cite comme des ressources depuis 2012. Une expertise reconnue et un certain nombre d'accompagnements et d'outils et de services proposés par le SNEP sur les équipements sportifs. Le soutien par les militants locaux, départementaux, quand on a des collègues qui sont dans des situations soit de difficulté, soit de proposition ou de timing de rénovation ou de création de gymnase. Un référent académique, un secteur équipement national qui fait une veille réglementaire des textes et qui répond aux questions des collègues, aux questions des IPR, aux questions des architectes, aux questions des professionnels de tous ordres. Des stages de formation syndicale équipement qui sont proposés à la demande d'un certain nombre de collègues. Des ressources sur le site national du SNEP qui est mis à jour, pas très connu, mais avec des choses intéressantes. Et puis ces publications.